Mes sœurs et mes frères, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Ce dimanche, c'est la fête des pères, donc je pense qu'on a une défection importante. Et donc je vous prie d'excuser le peu de participants. Mais en tout cas, c'est un moment important. Et dans le cadre de notre salon du livre et de la culture, nous voici réunis pour décerner le prix littéraire de la Grande Loge de France. La franc-maçonnerie que nous incarnons, celle du rite écossais ancien et accepté, est inséparable de la culture. Elle est culture en ce qu'elle façonne, affine et interroge. Le temple intérieur, comme vous le savez, ne se bâtit pas sans lecture, sans symbole et surtout sans poète. C'est pourquoi ce prix n'est pas accessoire, il est essentiel. Il est un miroir de ce que nous sommes et de ce que nous voulons transmettre. En cette première édition, j'ai eu l'honneur donc de présider le jury du prix littéraire 2025 aux côtés de personnalités aussi brillantes que fidèles. Madame Myriam Jacquemier, maîtresse de conférences honoraire, éminente spécialiste de la Renaissance, dont les recherches sur les mythes fondateurs nous rappellent combien les récits anciens nourrissent nos quêtes contemporaines. Monsieur André Huguetto, poète, traducteur, critique, littéraire, cinéaste et professeur agrégé, dont les vers et les films nous relient à une tradition vive entre les mythes et la modernité. Et je voudrais lui dire, en ce jour un peu particulier pour moi, et je suis désolé de faire une parenthèse personnelle, mais c'est mon parrain maçonnique et j'ai été initié le 15 juin 1985, donc 40 ans ce jour. Et je lui dois de nombreux éclairages, je lui dois une forme de souffle à mon endroit et je lui dois surtout la confiance des premières heures. Dominique Lauzet, le premier grand maître adjoint et délégué du grand maître à la vie culturelle, artisan infatigable de la présence maçonnique dans le champ artistique et intellectuel. Et enfin, monsieur Lionel Garnaouti, chroniqueur littéraire et qui m'accompagne, qui nous accompagne donc régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc qu'il me soit permis de saluer leur travail, leur rigueur, leur écoute et leur sens du discernement. Qu'ils soient remerciés pour la noblesse de leur contribution. Notre jury a retenu 5 ouvrages, tous remarquables, tous porteurs de sens et d'élan. Les premiers hauts grades écossais, L'énigme des origines, 1730-1800, de Roger Daché, et John Belton, préfacé par Pierre-Yves Beaurepaire, aux éditions d'Hervy. 1, 2, 3 symboles, les valeurs maçonniques expliquées aux enfants, de Dominique Ségalin et de Julie Puydessau, aux éditions Numéré-Livre. Histoire de la respectable loge La Solidarité bretonne à l'Orient de Lorient, mémoire donc 9 2024 de la Grande Loge de France, musée, archives-bibliothèque. Le droit de choisir ses frères, une histoire de fraternité d'Alexandre de Vitry, chez Gallimard, collection Bibliothèque des idées. Et enfin, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir de Marie-Vonne de Saint-Plujean, chez Gallimard, collection Bibliothèque illustrée des histoires. Chacun de ces ouvrages, comme vous pouvez l'imaginer, aurait mérité d'être primé. Mais nous avons dû choisir, peser, confronter nos regards jusqu'à que s'impose un nom, une voix, une œuvre. Je vais maintenant
appeler à mes côtés les membres du jury afin qu'ils me rejoignent à Lorient pour partager ce moment d'annonce et de reconnaissance. Je vous invite donc à mes côtés et je vous prie d'excuser donc Monsieur Dominique Lozé. Et voici donc l'enveloppe scellée et j'ai l'honneur en tant que président du jury du prix littéraire 2025 de la Grande Loge de France de vous annoncer que la lauréate est donc Madame Maryvonne de Saint-Pulgent pour son ouvrage « La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir ». Et je vous invite, messieurs, dames, à l'applaudir. Pas avec moi, non? Alors, le livre, il est où? Votre livre, vous l'avez là? Le livre? Tu en prends un? C'est moi. Alors, je vais... D'abord, vous êtes ravissante, resplendissante même, et je vais vous présenter, avant de vous laisser la parole, si vous le voulez bien. Alors, Madame Maryvonne de Saint-Pulgent est une figure éminente du monde intellectuel et culturel français. Haute fonctionnaire, essayiste, musicienne, ancienne directrice générale du patrimoine, professeure associée de musicologie à la Sorbonne, chroniqueuse sur France Culture, elle conjugue dans son parcours la rigueur du service public et l'élan de la pensée libre. Son livre, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, s'impose comme une œuvre magistrale, mêlant érudition historique, profondeur spirituelle et lucidité politique. L'incendie de 2019 y devient le point de départ d'une vaste réflexion sur le sens de Notre-Dame dans notre mémoire collective. Cathédrale de pierre et de symboles, elle incarne à la fois l'élan de la foi et l'affirmation du pouvoir, tour à tour, sanctuaire mystique, scène politique et foyer intellectuel. L'autrice retrace l'histoire de l'édifice depuis le XIIe siècle, révélant les tensions entre monarchie et papauté, les innovations architecturales et musicales, ou encore le rôle central de Victor Hugo dans sa redécouverte romantique. Elle ressuscite la figure de Viollet-le-Duc, pionnier d'une restauration visionnaire, et interroge les débats contemporains autour de la reconstruction. Sous sa plume élégante et sous son érudition lumineuse, elle redonne à la cathédrale sa puissance symbolique en dialogue constant avec l'histoire de France, la musique, la littérature et la pensée européenne. C'est donc avec gratitude, respect et joie que nous vous remettons aujourd'hui, Madame Maryvonne de Saint-Pulgent, le prix littéraire 2025 de la Grande Loge de France. Chère Madame, je vous invite à nous dire quelques mots. Je vais commencer par des remerciements très, très émus pour cette distinction tout à fait éminente pour cet ouvrage. Difficile pour moi, car évidemment, de prestigieux auteurs m'avaient précédé dans la célébration de Notre-Dame de Paris, dont le plus illustre d'entre eux, vous l'avez cité, Victor Hugo. C'est pas du tout facile de réaborder un sujet aussi majeur, mais évidemment, la
l'incendie et surtout l'émotion du monde autour de cette cathédrale, qui était évidemment un de nos trésors, à la fois historique, architectural, littéraire, mais aussi artistique, m'y conduisait avec les interrogations que cela a suscité en moi sur la raison de cette émotion et sa signification. Et aussi, bien sûr, la replongée dans ce qu'a été Notre-Dame de Paris pour la France, pour l'histoire de la chrétienté aussi, et pour l'histoire des idées, et ce qui a fait la nation française, dont ce qui est presque indissociable de l'histoire de France depuis le XIVe siècle est le gallicanisme. Et gallicanisme qui est très très important pour expliquer ce qui est souvent inexplicable pour l'étranger, qui est la laïcité, car la laïcité française découle directement du gallicanisme. Voilà. Alors, donc, je suis particulièrement honorée par cette distinction venant des personnes éminentes que vous avez mentionnées. Et bien sûr, il y a une résonance avec le sujet de Notre-Dame, notamment par le fait que l'érection de cette première très grande cathédrale gothique, car c'est la toute première des cathédrales gothiques, elle est du XIIe siècle, des grandes cathédrales. Il y a eu des cathédrales gothiques avant, mais pas de cette taille. C'est elle qui lance l'extraordinaire innovation architecturale que représente l'élévation gothique et le rôle qui ont joué les loges des compagnons d'une inventivité extraordinaire, d'une créativité qui a littéralement stupéfié les scientifiques de ce siècle, découvrant, lorsqu'ils ont restauré la cathédrale, les exploits inimaginables de ces artisans inconnus, de ces maîtres d'œuvre dont nous n'avons pas conservé le nom, mais qui laissent une œuvre absolument extraordinaire et qui a fait date dans l'histoire de l'architecture occidentale. J'ai aussi mentionné, bien sûr, ce qui est très important aussi, l'école de Notre-Dame, qui est à l'origine de l'Université de Paris, une des toutes premières universités occidentales, seule celle de Bologne précède l'Université de Paris, et qui a été le centre intellectuel le plus important de l'Occident chrétien jusqu'au XVIe siècle. Et parmi les productions assez remarquables de cette école, il y a l'invention littéralement l'invention de la musique occidentale. Voilà à quel point cette cathédrale a été un lieu extraordinairement important de notre histoire intellectuelle aussi. Voilà. Et ce qui est stupéfiant, c'est cette réunion extraordinaire de talent et de génie qui a vraiment fait de la France, à cette époque ancienne, un centre de la pensée qui a été capital et qui a nourri des générations d'ailleurs, par exemple de papes. Les plus grands papes du Moyen-Âge ont été des élèves de l'école de Notre-Dame. Voilà. Ce qui n'a pas empêché, comme vous l'avez souligné, les frottements ultérieurs et même les guerres ultérieures entre la cathédrale de Paris, incarnant donc la résistance de la France aux prétentions impériales du siège romain, entre des gens qui se connaissaient très bien, car ils s'étaient fréquentés sur les mêmes bancs, si je puis dire. Voilà. Alors, enfin, je suis un peu longue, mais pour montrer... C'est votre moment, profitez-en. Et voilà, comme à quel point cette cathédrale et ce siège épiscopal a été important dans la formation de notre nation et du génie français. Merci. Je vous conseille vivement de faire l'acquisition de ce très très bel ouvrage. Vous pouvez le récupérer donc à la crypte et Madame se fera un plaisir de vous noter quelques mots. Je voudrais à mon tour maintenant vous remettre le livre-objet de la Grande Loge de France qui retrace les 3 siècles d'histoire avec de nombreux facsimilés qui vont parfaire votre connaissance dans la maçonnerie française
Et si d'aventure vous souhaitez franchir le Rubicon, il y a la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France qui est juste ici. N'hésitez pas à échanger avec elle. Et puis, surtout, vous remettre le sceau de la Grande Loge de France en notre témoignage de vraiment ce très très beau travail que vous avez accompli. Je rappelle que le fonds de dotation de la Grande Loge de France avait en son temps sollicité les frères de la Grande Loge de France pour contribuer donc à une souscription auprès donc de Notre-Dame pour sa réhabilitation. Et nous avons été très très nombreux à y reprendre présent. Voilà. Et vous recevrez dans quelques jours un superbe diplôme qui trouvera sans doute une belle place dans un coin stratégique de votre bureau. Ouais, j'imagine. Voilà. Et enfin, je voudrais quand même remercier les membres du jury. Nous avons pris beaucoup de plaisir à parcourir sous votre plume l'ensemble de ce très très beau livre qui nous permet de mieux comprendre où on se dirige quand on saisit l'importance du passé. Un grand merci en tout cas. Venez, au revoir. Je voulais poser une très simple question à Marie-Vonne de Saint-Fulgent. Combien de temps a duré votre travail? Moi, je me dis, la restauration de la cathédrale a duré pas mal, n'est-ce pas? Mais vous avez fait un travail d'une telle complexité, d'une telle... c'est un travail vraiment achevé sur l'histoire de Notre-Dame, sur les vicissitudes diverses qu'elle a traversées et sur la contemporanéité des problèmes qu'elle a posés à tous ceux qui se sont employés à la sauver. Oui, ma question est, quel est le temps qu'il a fallu pour vous pour réaliser ce capolavoro, ce chef-d'œuvre? J'ai travaillé sur les sources pendant 1 an et j'ai écrit pendant 1 an. Voilà, donc 2 ans. Merci. Merci pour votre réponse. Tu réponds peut-être quelque chose d'ailleurs. Non, j'allais répondre à votre place en disant une vie. C'est-à-dire que c'est évident qu'un tel travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a déjà tout un travail de recherche qui doit... Enfin, on est universitaire, on sait ce que c'est que les dossiers qui s'entassent. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est en tant que lecteur, où il y a à la fois, alors en tant qu'universitaire, la richesse de la recherche, les notes de bas de page sont parfaites, quoi. Donc, on peut continuer de tous les côtés. Et surtout, c'est extrêmement bien illustré. Donc, pour une fois, on ne peut pas reprocher à un travail de recherche d'être complètement monolithique avec que du noir et du blanc. Et enfin, sur le plan intellectuel, c'était la richesse de la problématique. Le fait qu'il y ait foi et pouvoir. Or, aujourd'hui, on mélange tout, alors que c'est une problématique qui se joue sur 8-10 siècles, sans compter tout le reste. Et donc, c'est très important que vous ayez reposé les jalons de cette problématique pour voir comment elle évolue et ce qui reste aujourd'hui de notre maelstrom de pensée où on mélange tout. Merci, madame.